J'ai une confession à vous faire, j'étais moyennement enthousiaste de faire un test complet, un avis sur ces Galaxy S24. Ils ressemblent énormément au S23, alors bien sûr, un peu plus de puissance, un peu plus de mégapixels, des bords carrés, des bords ronds. Bref, que ça soit côté iPhone ou Android haut de gamme, c'est un petit peu la même chose chaque année. Ces smartphones chers sont devenus très répétitifs et disons-le franchement, c'est assez chiant. J'ai même fait une vidéo récemment sur la fin des smartphones, ces objets technologiques qui sont quand même très utiles pour la plupart d'entre nous, mais dans lesquels il y a finalement très peu d'innovation. Eh ben, j'avais tout faux. L'habit ne fait pas le moine. Et même si ces S24 ne brillent pas tellement par des nouvelles spécifications, ils ont été très intéressants à utiliser, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, comment Samsung l'a intégré. Samsung a fait certains choix qui ne sont pas les mêmes que ceux de Google avec les pixels, mais qui en tout cas filent un sacré coup de vieux aux iPhones qui pour l'instant ont une intelligence artificielle très discrète, trop discrète. Alors vous en doutez bien, tout n'est pas parfait, j'ai des reproches à faire aussi, sinon ça serait pas un test, mais surtout moi je vais vous expliquer pourquoi je ne vous conseille pas de les acheter tout de suite ces S24. Même si l'intelligence artificielle est probablement la partie la plus excitante, on va quand même parler de hardware, rassurez-vous. Mais du coup, j'ai décidé de parler de toute la gamme, du S24, du S24 Plus et du S24 Ultra dans une même vidéo. Alors, on m'a pas prêté le S24 Plus, mais je peux quand même vous en parler. En termes de design, pas de surprise, la famille, c'est toujours les trois modèles, comme je vous disais, le S24, le S24 Plus, qui sont deux frères, et le S24 Ultra, qui est vraiment l'excellence de chez Samsung. Au niveau du S24, c'est très similaire au S23. On a les mêmes dimensions, on a le même look. On a un chouille moins de bordure au niveau de l'écran. Et surtout, on a un écran complètement plat. Et oui, on peut se le dire entre nous, il n'y a personne qui écoute, ça ressemble beaucoup à un iPhone. Mais est-ce un bien ou un mal? Je ne suis pas là pour vous répondre. Un peu plus de changement au niveau design au niveau du S24 Ultra. Pas tellement quand on le regarde, hein, il ressemble beaucoup au S23. Il paraît qu'il est un petit peu plus fin, mais honnêtement, ça se voit pas du tout. On a quand même une finition très différente puisque maintenant, c'est du titane. Le traitement du titane ne ressemble pas d'ailleurs au titane qu'on peut retrouver sur l'iPhone 15 Pro. Et honnêtement, c'est très joli. La prise en main, elle est très bien, j'ai rien à redire là-dessus. Là aussi, on a maintenant un écran complètement plat. Et là, je peux vous dire que je suis nettement soulagé. Toute cette mode des écrans incurvés qu'on a eu depuis pas mal d'années, moi, ça n'a jamais pris. Justement, au niveau de la préhension, j'ai toujours trouvé ça désagréable. Même s'il y a eu beaucoup de progrès, je trouvais quand même que ça faisait des faux positifs quand on posait les doigts. Et là, c'est d'autant plus harmonieux que là aussi, les bordures de l'écran sont maintenant complètement harmonieuses. On a le même filet tout autour. Donc, on a un très joli rendu. Après, ce côté pavé, très rectangulaire, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, je trouve que ça fait un petit peu armoire normande, mais là, c'est vraiment une question de goût. Pour les couleurs, je vous les montre, mais je vais même pas les commenter, puisqu'on sait que 80% d'entre vous, vous allez acheter une cover pour recouvrir votre smartphone. Et justement, notre sponsor tombe à pic, ou plutôt, il tombe bien si votre smartphone tombe à pic, puisqu'on va parler de Kestify. Kestify qui propose une gamme étendue de protection pour votre nouveau Galaxy, mais aussi pour votre iPhone ou votre Pixel. Pour le Galaxy, vous aurez le choix entre 4 protections, de la plus discrète à la plus solide, tout en restant stylé. Vous aurez la Clear qui est très discrète, transparente mais qui ne jaunit pas, la Miroir pour vous recoiffer mais également si vous voulez envoyer des signaux de détresse, l'Impact qui protège des chutes jusqu'à 2,5 mètres mais qui reste quand même très légère. Et finalement, l'Impact Ring qui est comme l'Impact mais avec un petit trépied en plus qui est malin parce qu'il se situe autour des caméras et qui vous permettra de regarder plus confortablement du contenu. Bien sûr, toutes ces coques sont hautement personnalisables. Vous n'aurez aucun problème pour trouver coque à votre pied ou plutôt coque à votre smartphone, mais vous trouverez également chez Kestify une large gamme d'accessoires. Par exemple, cette sangle qui va vous permettre de porter confortablement votre smartphone, mais vous trouverez également une coque de protection pour vos Galaxy Buds. Sachez également que chez Kestify, ils ont tout un programme de recyclage de coques. Après Collect, elles sont transformées en granules. Ces granules permettent de produire de nouvelles coques. Sachez qu'en 2022, 80% des coques de protection Kestify étaient fabriquées grâce à des matières recyclées. Si cela vous intéresse, le lien vers Kestify est dans le texte descriptif de cette vidéo. Et nous, on les remercie de nous aider à vous proposer cette vidéo. Après le design, il faut bien évidemment parler des écrans. Et là, c'est du lourd cette année. Tous les écrans des Galaxy offrent maintenant une luminosité de 2600 nits. C'est très appréciable en
haute luminosité, mais il y a surtout une nouvelle finition sur le Ultra. Je ne comprends pas pourquoi Samsung n'en a pas plus parlé, parce que c'est un vrai game changer. Effectivement, chaque année, les constructeurs nous rajoutent des nits, nous rajoutent des très belles couleurs, nous rajoutent de la définition, mais à quoi ça sert quand on a un visage moche qui se reflète dedans? Enfin, je parle du mien, vous, c'est magnifique. Là, le traitement anti-reflet est hyper efficace. Je vous montre le comparatif avec l'iPhone, et du coup, on est presque en mode vampire. Vous n'avez plus de reflet dedans. Ce qui fait que, et ça, je le dis sans exagération, c'est le plus bel écran qui m'a été donné de voir sur un smartphone, que ça soit en intérieur ou en extérieur. Et j'espère que ça va arriver très vite sur tous les autres smartphones. Au niveau de la photo et de la vidéo, cette année, je vais aller assez vite. C'est paradoxal parce que, effectivement, les Galaxy sont excellents en photo et en vidéo, et ça d'année en année. Et cette année ne déroge pas à la règle. Le S24, vous allez être ravis des résultats, que ça soit d'ailleurs le S24 ou le Ultra. Mais il n'y a pas énormément de changements, en tout cas au niveau hardware photo, et surtout le S24, c'est le même hardware photo que l'année dernière. Quand je dis hardware photo, c'est capteur optique. Les différences vont surtout se noter au niveau computationnel. On remarque qu'il y a du progrès dans ce sens-là. Les images sont mieux définies et surtout au niveau des couleurs, on a quelque chose de plus neutre. Certains diront des couleurs plus réalistes, même si ça veut pas dire grand-chose. Au niveau du S24 Ultra, il y a quand même des changements de hardware et il faut en parler. Un changement qui fait pas mal polémique, c'est au niveau du téléobjectif. On passe d'un x10 optique à un x5 optique. Certains disent mais quelle régression. Moi je suis pas de cet avis-là. Unpopular opinion. En fait le problème des x10 optiques, c'est que ça fait très bien sur la fiche de spécification, mais ça se fait pas sans compromis. Et ce compromis, c'est que ça oblige à mettre des tout petits capteurs et des toutes petites ouvertures, ce qui les rend quasiment inutilisables en faible ou en basse luminosité. Le x5 que Samsung a mis sur le Ultra est beaucoup plus performant en luminosité. Il a plus de mégapixels, 50 mégapixels, ce qui permet quand même à Samsung de vous proposer un x10, mais ça sera un crop sur le capteur qui vous donnera une image de 10 mégapixels. Alors, je n'ai plus les S23 pour vraiment faire des comparatifs, mais de souvenir, j'ai l'impression qu'effectivement une image x10, elle est un tout petit peu moins bien sur le S24 que sur le S23, mais par contre qu'on pourra l'utiliser dans des luminosités plus basses. Donc c'est win-win, ça dépend. Mais par contre, ça ajoute un nouvel avantage, je trouve, au Ultra, c'est au niveau du mode portrait. D'avoir là le choix entre un téléobjectif x3 et x5 vous donnera plus de liberté créative. Bien sûr, j'aurais préféré que du coup ils mettent plutôt un x2 qu'un x3, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de différence entre un x3 et un x5. J'ai fait exactement ce même reproche à l'iPhone 15 Pro Max. Mais bon, là, je suis en train de me laisser entraîner dans du charabia hardware photo qui n'intéresse que très peu d'entre vous. Finalement, les photos, tout ce qui compte, c'est ce qu'on a au final. Et les photos sont excellentes et on n'en attendait pas moins quand même. C'est des Galaxy S, vu le prix auquel ils sont, on veut les meilleures photos qui existent sur le marché. Je regrette un tout petit peu que Samsung n'en ait pas profité pour mettre par défaut du 24 mégapixels au lieu du 12 mégapixels, mais bon, on peut le régler soi-même. Et comme chaque année, Samsung fait quelque chose que peu de fabricants Android maîtrisent, c'est qu'on a l'impression que toutes les photos viennent d'un seul et même appareil. Et ça, c'est plus dur qu'on ne le croit à faire. Ce que j'apprécie de plus en plus sur les Galaxy S, c'est l'appli photo qui arrive quand même à être à la fois très complète et quand même facile à utiliser. Apple devrait vraiment prendre de la graine. Mais surtout, ce qui m'a beaucoup plu sur le S24 par rapport au S23, c'est la vitesse de déclenchement. Elle devient de plus en plus rapide. C'est pas encore parfait, mais ça se rapproche de plus en plus des sensations qu'on peut avoir sur un gros boîtier dédié. La vitesse de déclenchement, je l'avais déjà expliqué, c'est quelque chose de très important, notamment quand on fait du portrait. Ça peut être la différence entre un visage comme ça et un joli sourire. Samsung profite aussi sur le Ultra des progrès computationnels. On a pareil des couleurs qui, moi je trouve, sont plus neutres. On a toujours une dynamique qui est excellente, un très bon piqué, des très bonnes images en basse luminosité. Et puis Samsung en a profité aussi pour améliorer les objectifs intermédiaires. Puisque physiquement, on a un x1, un x3 et un x5. Samsung utilise l'intelligence artificielle, le crop sur le capteur et un peu de zoom numérique pour améliorer les x2, les x4, les x6, 7, 8, 9
et 10. Bref, vous pourrez vous amuser à changer vos longueurs focales beaucoup plus facilement qu'avant, sans craindre de perdre trop en qualité. Au niveau de la vidéo, je vais être bref aussi. C'est toujours excellent sur les Galaxy S, tant d'ailleurs au niveau du S24 que du Ultra. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes options. Mais là aussi, de mémoire, je ne constate pas un vrai progrès par rapport au S23. Et j'aimerais que Samsung prenne un tout petit peu plus au sérieux la vidéo. Je m'explique. Il manque encore chez Samsung des options vraiment pro, comme on peut le retrouver sur l'iPhone 15 Pro. Des choses comme le ProRes, des bitrates qui tiennent la route ou des modes log, qui en feraient des vrais outils pour les vidéastes. C'est certes un marché de niche, mais c'est un marché qui devient important. Et même si les vidéos de Samsung sont absolument excellentes pour faire de la vidéo de vacances, de la vidéo souvenir, on voit encore trop que c'est de la vidéo qui vient d'un smartphone. Il suffit pas de dire on fait de la 8K pour que ça en fasse de la bonne vidéo. C'est pas une critique, c'est juste que pour l'instant Samsung n'a pas décidé de s'intéresser au marché des vidéastes. Une chose maintenant importante, surtout à ce niveau de prix, c'est de parler de la durabilité des smartphones. Et bien là, on a une nouvelle qui est excellente. Samsung, comme Google, s'engage à 7 ans de mise à jour. Alors je sais que certains d'entre vous vont nous dire Osef, personne ne garde son smartphone pendant 7 ans. Vous avez raison, mais vous avez tort. Une longue durée de vie d'un smartphone, c'est important pour qu'un smartphone puisse avoir une deuxième, voire une troisième vie. Le marché du reconditionné commence à peser lourd dans les smartphones. Nous sommes la chaîne Nowtech et notre credo, c'est Take Your Time. L'important, c'est d'ajuster la technologie par rapport à ses besoins et pas à ses envies. Parlons quand même de puissance et de batterie et on va commencer par une nouvelle qui fâche. Sur le S24 et le S24 Plus, c'est le retour de l'Exynos. Ça fait grincer des dents. J'explique rapidement pour ceux qui ne connaissent pas le problème. C'est que Samsung aux États-Unis et en Corée met des processeurs Snapdragon sur le S24, mais dans le reste du monde, on a droit à un processeur maison Samsung, l'Exynos. Et d'année en année, on a constaté qu'il n'y avait vraiment pas les mêmes performances entre les Snapdragon de Qualcomm et les Exynos de Samsung. Alors j'aimerais tellement vous rassurer, vous dire que l'Exynos est vraiment à la hauteur du Snapdragon cette année, ça y est, ils y sont arrivés. En fait, je vous conseille d'aller voir la vidéo de The Tech Chap. C'est en anglais, mais il explique très bien quand même les différences. L'Exynos tire son épingle du jeu. Vous ne constaterez pas un ralentissement à l'utilisation du smartphone. Il s'en tire très bien sur des choses comme le ray tracing, mais il a l'air quand même de consommer plus de batterie que le Snapdragon et il aurait manifestement des petits problèmes de chauffe. Après, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que au niveau de l'intelligence artificielle, dont on va pas tarder à parler, il n'y a pas de différence entre le Snapdragon et l'Exynos. Au niveau de la batterie, je vous mentirais si je vous disais que j'avais fait des super tests dans les labos. J'ai plus utilisé le Ultra que le S24. J'ai pas trouvé qu'il y avait un changement majeur sur le S24, s'il avait plus ou moins de batterie, en tout cas à l'usage. Sur le Ultra, j'ai l'impression quand même que Samsung a pas mal optimisé l'usage de la batterie. Mon gros regret par contre, c'est que Samsung n'est pas passé à la norme Qi 2. D'avoir un aimant pour orienter la recharge sans fil, c'est mieux pour l'optimisation de la recharge sans fil et c'est tellement plus pratique. Moi, je sais que chez moi et au bureau, maintenant, j'ai des stands sur lesquels je magnétise mon smartphone. Comme chaque année aussi, on aimerait que Samsung et Apple aussi d'ailleurs soient un peu moins timides sur les recharges rapides. Ça, c'était mon avis sur la partie hardware. Il y avait quand même des choses à dire, mais c'est probablement pas là que vous allez ressentir le vrai changement. Le vrai changement, c'est cette fameuse intégration de l'intelligence artificielle par Samsung dans les Galaxy. Samsung appelle ça d'ailleurs Galaxy AI. L'excellente nouvelle que je dois vous dire avant tout, c'est que ça ne sera pas réservé au S24. Ça arrive aussi courant 2024 sur les S23. Youpi! Alors, je sais que intelligence artificielle est un mot un peu galvaudé, mais c'est celui que tout le monde utilise. Samsung nous dit que ce Galaxy AI a été développé en interne. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ADN de Google dedans, mais là, je laisse des spécialistes dire vraiment ce qu'il en est. Defend Me Code, si vous voulez faire une vidéo là-dessus. Et Samsung a fait un choix relativement prudent par rapport à cette intelligence artificielle générative et conversationnelle. Ils ont fait un peu une V1. Ils en ont mis un petit peu dans des applications, ce qui ne perturbera pas trop l'usage normal d'un smartphone. On est très loin quand même d'une intelligence artificielle conversationnelle
qui serait directement intégré dans l'OS, qui pourrait contrôler l'ensemble des fonctions du smartphone. Samsung y arrivera peut-être avec les itérations, mais je pense que le succès très modéré de Bixby les a un peu échaudés à ce niveau-là. Ils savent que la compétition va beaucoup se dérouler entre Microsoft, Google et peut-être Apple s'il se réveille un jour de ce côté-là, et ils sont plutôt prudents. Mais ils y vont quand même un petit peu plus fort que ce qu'a fait Google dans ses pixels. Je vais pas parler de toutes les utilisations de l'IA, mais plutôt celles que j'ai trouvées notables. En fait, il faut savoir que chaque fois que vous aurez une fonction IA, vous aurez ces 3 petites étoiles qui sont un peu le signe qu'il y a une IA dans telle ou telle fonction de telle ou telle app. Celle dont tout le monde parle mais qui sera pas du tout unique au Galaxy, c'est la recherche par visuel. Le principe, c'est que quoi que vous soyez en train de faire sur votre smartphone, en faisant un appui long en bas, ça va figer votre image et vous allez pouvoir entourer une partie de ce que vous êtes en train de faire pour lancer une recherche visuelle. Cette recherche visuelle, c'est Google Search et ça va être très efficace pour retrouver par exemple la marque de lunettes ou de fringues que quelqu'un est en train de porter. Là, pour mon pull, vous devriez retrouver la couleur. La marque, ça risque d'être plus dur à moins que je vous la montre. Zoomez. Alors, c'est quelque chose qu'on pouvait faire avant. Il suffisait de faire une capture d'écran et de l'envoyer sur Google Search. Mais là, c'est le côté assez fluide, assez naturel. Avec le stylet, en plus, c'est super cool à faire. Après les fonctions IA que Samsung a mis dans ses apps, il y a par exemple une que je trouve très pratique. Avec l'enregistreur vocal, si par exemple vous enregistrez une réunion, il va arriver à détecter qui sont les différentes personnes de cette réunion, en tout cas à les différencier, à faire un résumé de la réunion grâce à l'IA, donc faire un compte-rendu de réunion sans que vous ayez à le taper vous-même. Ça marchera également si vous utilisez le navigateur web de Samsung. Vous pourrez résumer des pages. Ça va lire des sites internet à votre place pour vous faire des résumés ou en extraire la substantifique moelle, ce qui peut grandement accélérer le travail dans certaines situations. Ouais, cette génération qui sait même plus lire des sites internet. Ça va aussi très bien marcher quand vous tapez un message, toujours dans l'appli Samsung dédiée. Si vous écrivez par exemple « Wesh, comment va frérot ?» et que vous dites « Ah mais merde, je dois l'envoyer à mon patron qui a plus de 60 ans », il va peut-être pas comprendre. Et donc ça va vous permettre de changer le style tout en gardant le fond du message. Bien évidemment, ça c'est l'exemple un petit peu extrême, mais surtout ça va vous permettre aussi de corriger non seulement l'orthographe, ça le faisait déjà avant, mais remettre en contexte vos phrases pour faire des corrections grammaticales. Moi je sais que ça va m'aider parce que je sais jamais quand il faut mettre des S avec tu. Je pense que ça va aider honnêtement le fossé des générations. Regardez, les boomers et les Gen X comme moi, on sait jamais quel bon emoji il faut mettre. Rire aux larmes, c'est devenu les pleurs et maintenant c'est des têtes de mort. Et pareil de l'autre côté, si vous êtes Gen Z ou Gen Alpha, vous savez pas ce que ça veut dire les 3 petits points. Bah là, ça pourra aider. On va mieux se comprendre. Une fonction que j'ai trouvée finalement assez fun, c'est de pouvoir générer par une intelligence artificielle générative d'images des fonds d'écran uniques. C'est très encadré, hein. Vous n'arriverez pas à faire un fond d'écran avec vos aubergines et vos pêches, mais ça peut vous permettre d'être un petit peu créatif. Vous ne pourrez pas mettre des prompts vous-même. Ils sont un peu imposés, mais j'ai trouvé le processus rigolo. Au niveau de la prise de notes, et là, c'est surtout au niveau de l'Ultra que j'ai trouvé ça super pratique. Comme on a un stylet, bien sûr, sur l'Ultra, on a envie de faire de la prise de notes manuelle à certains moments. Là, non seulement il va pouvoir transformer vos notes manuscrites en texte éditable et même vous faire des résumés, enfin tout ce qu'une IA peut faire, mais surtout, il va même arriver à remettre droit votre écriture de médecin. Je vous montre là dans l'exemple, j'écris comme un pied et il arrive à me remettre ça d'une manière un petit peu plus jolie avant, derrière, de le retranscrire en texte éditable. Alors bien sûr, ces fonctions d'IA vont permettre de résumer des textes, de permettre de trouver du contenu dans des textes, puisque l'IA sait lire, mais elle sait bien sûr évidemment traduire. Donc pouvoir communiquer avec quelqu'un qui ne parle pas votre langue va devenir de plus en plus facile. Il faudra télécharger des packs de langage, par contre, selon les langages dont vous avez besoin, donc à faire avant de partir en vacances. Au niveau vocal, ça marche dans un appel téléphonique, mais on n'est pas encore à la tour de Babel. On a vu beaucoup d'exemples où il se trompait. On est encore très loin de ce qu'un Google arrive à faire avec la traduction, mais ça va probablement s'améliorer avec le temps, mais ça peut quand même dépanner. Il y a plein d'autres petites intégrations de l'IA, donc dans les applis qui sont plutôt futé. Moi, j'ai bien aimé, par exemple, le fait qu'il fasse un split écran quand on communique par texte pour que votre interlocuteur puisse lire sa partie de l'écran quand on est face à face. Donc, c'est plutôt bien fait. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Vous avez peut-être été un peu frustré parce que j'ai parlé d'image assez vite au moment de la photo et de la vidéo. Mais là, on va en parler parce que la correction d'image boostée par IA, c'est très intéressant sur les Galaxy S24. On parle bien de fonction d'édition. Il n'y a pas à proprement parler d'IA générative d'image
d'images comme on peut le retrouver sur d'autres logiciels type DALL-E, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup plus permissif que ce qu'on retrouve par exemple sur les pixels. Déjà, quand vous prenez une photo, il va vous proposer un certain nombre d'options très rapidement pour améliorer la photo, pour changer le fond. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA, elle va toujours tourner un peu en tâche de fond, à analyser ce que vous faites en image et vous proposer des choses de manière contextuelle. Par exemple, s'il détecte dans votre image qu'il y a un reflet disgracieux dans la vitre, vous pourrez lui demander de l'effacer. Ça marche plus ou moins bien, ça dépend des photos, mais là aussi, ça va s'améliorer, bien évidemment. Moi, ce qui m'a le plus bluffé, c'est une fonction qui m'arrive beaucoup d'utiliser. Quand je fais des photos avec un smartphone, je suis souvent débulé, c'est-à-dire que mon horizon est tordu. Et le problème, c'est quand on veut redresser ses photos, on est obligé de tailler dedans. Là, non, puisqu'il va calculer les espaces manquants, vous permettre de garder la même taille de photo et remplir les trous. Et il le fait plutôt bien. Alors, parfois, il faut pas regarder dans le détail, mais pour une photo souvenir, c'est largement suffisant. Quand on est dans le mode génératif, on peut même aller beaucoup plus loin. On peut presque sélectionner chaque élément d'une photo, les déplacer, les agrandir, les effacer. L'IA va être là pour remplir les trous. Là aussi, ça marche plutôt pas mal. Ça va vous permettre, dans certains cas, de complètement redéfinir une photo. Alors, bien évidemment, ça pose un débat. Est-ce que c'est encore des vraies photos? De pouvoir trafiquer à ce point-là le moment qu'on a pris en photo, ce moment a-t-il vraiment existé? C'est un vaste débat. Pour moi, sur des photos souvenirs, c'est pas très grave. Qu'on optimise un peu, qu'on efface un touriste qui passe derrière, ça me dérange pas plus que ça. Ça pose par contre d'autres considérations éthiques sur des photos reportages et ce genre de choses. Samsung s'en sort en ajoutant un petit tampon disant que cette image a utilisé de l'intelligence artificielle, mais ce tampon, vous pouvez l'effacer avec l'intelligence artificielle. Donc, alors, tout cela ne va pas sans problème. D'abord, il y a certaines fonctions comme même IA que je trouve un peu gadget. Je trouve qu'il y en a certaines qui manquent. Moi, j'aurais aimé une IA, par exemple, qui m'aide à m'y retrouver dans tous les réglages du smartphone. Bref, une IA qui commence à être un peu plus étroitement liée avec mon OS, qui m'aide aussi dans mon utilisation au quotidien d'un smartphone. Le problème dans cette intégration à la Samsung, c'est que ça oblige un peu à utiliser les applications Samsung, mais il y a un problème peut-être un petit peu plus grave. C'est que faire tourner des IA, alors même si une grosse partie se passe quand même sur votre smartphone, il y a un moment, les IA, pour fonctionner, elles doivent contacter des serveurs. C'est énormément de calculs, c'est des bases de langage énormes. Ça consomme beaucoup d'énergie et ça coûte très cher. Samsung a essayé de nous rassurer, mais au contraire, je crois qu'ils nous ont inquiétés en nous disant que tout ça reste gratuit jusqu'à 2025. Je pense que du coup, certains vont se demander, est-ce que je vais vraiment utiliser ces fonctions IA pour me retrouver avec un abonnement à payer d'ici 2 ans? Moi, je pense surtout que Samsung est prudent. Ils savent que l'IA leur coûte très cher, que pour l'instant, ils la rendent gratuite. Vu le prix quand même de l'appareil, on est loin du gratuit. Mais surtout, ils attendent de voir ce que les autres acteurs vont faire. Est-ce que Google va faire payer ses fonctions IA? Est-ce que Apple, s'il arrive avec un Siri un petit peu intelligent, avec un peu d'IA, va faire payer ce service? Et puis, certains d'entre vous, et c'est légitime, vont se dire, mais pourquoi on a besoin d'intelligence artificielle sur un Samsung? Je suis en train de préparer une vidéo sur le sujet, parce que vous verrez, une intelligence artificielle sur un smartphone, ça peut tout changer. Faut-il acheter ce S24, ce S24 Plus et ce S24 Ultra? Moi, et ça fait plusieurs années que je vous le dis avec Samsung, je ne conseille pas de les acheter au moment où ils sortent. Samsung est devenu un spécialiste des prix très haut de gamme à la sortie, avec des baisses très rapides. C'est beaucoup moins vrai chez d'autres constructeurs, et je pense à Apple, les iPhones baissent beaucoup moins vite. Ensuite, comme on vous l'a dit, vu que le S23 est pas si différent que ça en photo, et que finalement l'IA va arriver dessus courant 2024, si vous avez la génération précédente des Galaxy S23, surtout n'achetez pas le S24. À moins que vous ayez pété votre S23. Si par contre vous êtes un utilisateur convaincu de l'expérience Galaxy S et que votre S est un petit peu plus ancien et qu'il n'aura pas l'IA, ça peut être une bonne idée que de le prendre cette année. Je vous conseille de regarder justement la vidéo qu'on a faite sur la fin des smartphones qui nous attend à partir de 2024. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.